Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Jean-Marc Hénin, je travaille au laboratoire de technologie du bois, euh, ainsi que Benoît Jouret, que vous connaissez peut-être, ou sans doute, c'est au premier rang là. Donc, je vais vous parler, donc, je suppose que vous connaissez, vous ne connaissez pas nécessairement bien nos activités au laboratoire de technologie du bois, et je vais vous présenter ce qui s'est fait chez nous en matière de recherche sur la prévention des invasions biologiques liées aux mouvements internationaux de bois. Alors, le plan d'exposé rapidement, donc je vais vite vous présenter ce qu'est le laboratoire de technologie du bois. On verra vite fait les transports internationaux de bois, une dia sur les réglementations internationales qui existent. Puis, on passera à 3 recherches et à diverses activités menées dans ce cadre. Donc, nous, laboratoire de technologie du bois, sommes situés dans le bâtiment que vous voyez là en photo, qui se trouve en fait, donc quand vous partez d'ici, vous allez vers le BV, vous passez le feu rouge, et donc ça se trouve sur la gauche avant le rond-point. Donc, vous voyez que c'est situé entre les 2 rails de chemin de fer. Euh, et donc, vous voyez qu'il y a un bâtiment principal qui héberge les bureaux est celui-ci. Et puis, on a des halls de stockage, de fabrication, un parc à bois qui nous permettent de réaliser nos expérimentations, enfin, de gérer notre matériel. Donc, ce site est pour l'instant partagé avec le SPW ARNE. Et donc, l'adresse est là, 23 avenue Maréchal Juin. Et on a été rattaché, nous, au Centre wallon de recherche agronomique au 1er janvier 2022. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents bâtiments. Donc là, vous voyez, on peut stocker. Donc, on a un parc à bois qui nous permet de stocker d'importantes quantités de bois. Donc, ça, ce sont des Douglas sur lesquels on a travaillé il y a 10-15 ans. On a exploité en tout, enfin, à un moment, on a récolté 160 mètres cubes de Douglas. Donc, on est équipé pour les transformer. Donc, on a une scie agrume qui permet de découper les billes. De poursuivre l'usinage et la découpe jusqu'à la confection du matériel expérimental dont on a besoin. Et là, vous voyez des éprouvettes sans défaut qui vont servir aux expérimentations, notamment des mesures de propriété mécanique dans le labo de mécanique que vous voyez là, ou des mesures de durabilité naturelle. Donc, on travaille avec des champignons également et on évalue la durabilité naturelle des essences ou de bois modifiés. Et donc, en ce qui concerne notre équipe, on était une dizaine de personnes il y a encore moins de 10 ans et malheureusement, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, l'effectif a fondu comme neige au soleil et avec le départ à la retraite de Benoît la semaine prochaine, on va se retrouver à 4. D'où l'intérêt de développer, enfin, de mutualiser nos moyens et infrastructures et notre personnel avec les moyens disponibles ici. C'est pour ça que le Fort Wood Lab a été créé. Donc, c'est un joint lab qui a pour but de mutualiser moyens et personnel entre la Care Forest is Life et notre laboratoire. Donc voilà pour vite fait vous présenter ce qu'est le LTB. Alors au niveau des mouvements internationaux de bois, vous voyez que le bois il peut voyager en très grande quantité. Donc là on est sur un parc à bois dans un port, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande. Et donc ces bois ils peuvent être envoyés à l'autre bout du monde sous forme de bois rond, comme vous voyez là. Alors il peut être transporté en vrac ou alors dans des containers comme celui-là. Donc la photo du milieu ça a été prise au port d'Anvers. Donc ce sont des grumes exploité en Belgique qui était en partance pour la Chine ou l'Inde, je ne sais plus. Le bois, il peut voyager sous forme de sciage, plus ou moins abouti, plus ou moins fini, quoi, disons. Donc, ceux qu'on voit là ont l'air d'être déjà relativement finis. Ceux-ci sont beaucoup moins aboutis. Vous voyez, le bois présente encore tout l'aubier, potentiellement de l'écorce. Donc, au niveau phytosanitaire, le risque est plus important sur la photo de gauche. Il peut voyager également sous forme de bois fragmenté. Le bois, là, vous voyez des plaquettes. Les plaquettes, ces plaquettes, donc elles voyagent, elles servent à la production de papier, de pâte à papier et de panneaux également, notamment les panneaux de fibres, MDF. Et donc, vous voyez l'échelle du transport, quoi, donc ça voyage vraiment par grosse quantité.
Autre forme sous laquelle le bois voyage, sont ce qu'on appelle les bois d'emballage. Donc, ça comprend les palettes que vous voyez là, mais aussi du bois sous d'autres formes, les tourets de câbles, des caisses de différents formats. Également, ce qui est compris dans les bois d'emballage, c'est ce qu'on appelle le bois de calage. Donc, c'est le bois qui est utilisé pour sécuriser les marchandises dans les containers, puisqu'elles sont assez secouer durant le transport. Et donc, juste pour donner un chiffre, vous voyez là un porte-conteneur géant. Ce sont plusieurs milliers de conteneurs que vous retrouvez sur ce type de bateau. En moyenne, je crois que c'est 3 à 5 000 que j'ai lu, mais les plus gros peuvent en transporter jusqu'à 25 000. Et donc, en faisant un petit calcul, si on imagine une 20-30 palettes dans chaque conteneur et en sachant qu'il faut 25-30 palettes pour faire 1 m3 de bois, on a à chaque fois, rien que sous forme de bois d'emballage, on a plusieurs milliers de m3 de bois qui sont présents sur ce type de bateau. Donc, pour nous donner une idée de quelques chiffres, juste à titre indicatif, ce sont des chiffres qui ne sont pas très récents. Donc, vous voyez la tendance, donc là sur le graphe ne va que jusqu'à une dizaine d'années, mais donc la tendance ne fait que croître au niveau du volume de bois qui voyage entre les différents continents. Vous avez dans la même publication des volumes qui sont mentionnés pour les différents types de bois. Vous voyez que pour les bois ronds, on est au-delà de 100 millions de mètres cubes qui voyagent annuellement. C'est pareil pour les bois sciés. En ce qui concerne les plaquettes de bois, donc wood chips, on est à 20-30 tonnes, 20-30 millions de tonnes annuelles, etc. Donc, ce sont vraiment des quantités énormes. En termes de bois d'emballage, c'est aussi colossal. Et pour donner une idée du nombre de palettes qui sont produites annuellement et donc qui voyagent, on est à peu près, pour donner un ordre de grandeur, on est à peu près à une production d'une palette par habitant. Donc en Europe, je crois que c'est de l'ordre de 400-500 millions de palettes qui sont produites annuellement. En Chine, c'est 1 milliard, 2 milliards, on n'est plus à une palette près. En Amérique du Nord, c'est un peu pareil, c'est de l'ordre du milliard. Et là, vous avez des mouvements, on ne sait peut-être pas bien lire, mais ce sont les millions de tonnes de plaquettes de bois qui voyagent à travers les continents pour la production de papier. Donc, vous voyez qu'il y a de grosses quantités de bois qui voyagent, et dans ce contexte-là, pour éviter les invasions biologiques, heureusement, il y a des règles qui sont mises en place, notamment par la FAO, dans le cadre de la CIPV, donc Convention internationale pour la protection des végétaux, ou IPPC en anglais. Et donc, toutes ces normes sont accessibles sur ce site Internet. Elles sont sur le site de l'IPPC. Elles sont téléchargeables gratuitement. Donc, voilà. Et parmi ces normes, il y en a deux qui peuvent être plus intéressantes pour les forestiers et pour les gens qui s'intéressent au déplacement de bois. C'est la NIMP 39, donc, qui est spécifiquement dédiée aux déplacements internationaux de bois, et la NIMP 15 qui est encore plus importante parce qu'elle a un impact, enfin, elle est plus contraignante pour les pays qui sont membres de l'IPPC. Donc, cette NIMP 15 réglemente le transport des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international. Et basé là-dessus, sur ces normes internationales, il existe divers règlements européens également qui réglementent les mesures et les traitements qui sont éventuellement imposés aux différents produits. J'ai mis un petit extrait là, par exemple, du règlement d'exécution 2019-2072. Vous voyez, par exemple, pour le bois de conifères sous forme de plaquettes, particules, copeaux, sciures, etc., avec le code douanier auquel cela correspond. Eh bien, si l'origine est le Canada, l'Amérique du Nord, le Japon, etc., ce sont des pays donc où est présent le nématode du pin. Eh bien, de ce fait-là, il y a un traitement phytosanitaire qui est imposé à ces plaquettes. Elles ne peuvent pas rentrer en Europe sans avoir subi
ce traitement-ci, donc le traitement 56 degrés 30 minutes, ou un autre traitement, enfin d'autres traitements qui sont mentionnés à la page suivante. Donc voilà le contexte dans lequel on travaille et dans lequel les recherches que je vais vous présenter ont été faites. Avant tout, avant de présenter ces diverses recherches, donc un mot sur un élevage qu'on a et qui est unique en Belgique. Et il n'y en a pas beaucoup en France non plus. Donc, c'est une spécificité de notre labo. C'est qu'on a un élevage de capricornes des maisons, donc un petit cérambicide, enfin, pas si petit que ça finalement, un cérambicide que vous pouvez voir là. Et donc, on a quelques milliers de larves présentes dans notre élevage qui nous permettent d'évaluer l'efficacité de traitements ou de produits insecticides. Donc, vous voyez deux adultes, un adulte, une larve de capricorne, donc qui est une espèce qui se développe sur des morceaux de pain. On l'élève sur du pain, des morceaux d'aubier de pain sylvestre. Et voilà, en quelques mois, les insectes, enfin les larves qu'on dépose néonates sur des échantillons tels qu'illustrés ici à gauche, en quelques mois, en 8 mois, ils arrivent à détruire complètement le bois. Et donc, on a ces quelques milliers de larves dont on torture régulièrement. Je suis désolé. Voilà, à diverses fins. Alors, première recherche que je vais vous présenter, donc c'est l'utilisation des ondes électromagnétiques pour le traitement des bois d'emballage. Donc, dans la NIMP15 dont je vous ai parlé précédemment, il y a, en matière de traitement à la chaleur, il y a 2 traitements qui sont approuvés au niveau international. Il y a le traitement symbolisé par le sigle HT, donc qui vient de Heat Treatment, donc traitement à la chaleur classique dans une étuve sèche ou humide. Et quand vous appliquez ce traitement, vous devez garantir que le bois ait atteint une température de 56 degrés pendant au moins une demi-heure, dans tout son volume, y compris à cœur. Et donc ça, c'est une difficulté. Et donc ça se passe comme ça. Vous voyez là les palettes qui sont entreposées par centaines dans une enceinte qu'on va fermer. Il y a des petits capteurs de température qui permettent de suivre la température durant le processus. Et à l'issue du processus, s'il a été réalisé correctement, eh bien, le fabricant peut apposer le sigle le marquage de la NIMP15, de cette norme, avec, on voit le sigle de IPPC ici, le pays dans lequel le traitement a été réalisé, l'entreprise, et HT pour Heat Treatment. Donc voilà en passant ici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise au port d'Anvers il y a 1 ou 2 mois. Et là, vous voyez, donc la marque a été manifestement apposée après que la palette ait été chargée et filmée. Et on a remis un tampon pour dire que ça a été traité. Alors, pas à la chaleur, mais au bromure de méthyle. Donc, qui est un gaz qui est aussi approuvé par la FAO. Mais normalement, on ne peut pas procéder comme ça. Bon, alors donc ce traitement à la chaleur classique, il est efficace, mais l'embêtant, c'est que le bois est en isolant thermique. Et donc, il faut traiter, ça c'est un abac qui existe, qui a été mis au point, je pense, en France, mais les traitements qu'on applique sont plus ou moins identiques ici en Belgique. Et donc, vous voyez, en fonction de la température initiale du bois, donc il y a 3 températures initiales qui sont mentionnées, en fonction de la température de l'étuve, de l'humidité du bois, selon qu'elle est supérieure ou inférieure à 25 degrés, selon l'essence, est-ce qu'on a affaire à un conifère ou un feuillu. Vous voyez que les durées de traitement sont de plusieurs heures. Donc ça peut aller de 2h30 à passer 10 heures dans certains cas. Et donc ça, ce sont pour des palettes constituées de planches de 22 mm d'épaisseur. Si le bois est plus épais, on a encore des durées qui sont allongées. Donc, vous imaginez la dépense d'énergie qui est induite à cause de cette réglementation. Là, on voit un profil de température sur un bois de 5 cm d'épaisseur. Donc, vous voyez, il peut y avoir un écart, c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir un écart en fait de 10 cm, 10 degrés entre la température que vous mesurez en surface bois et celle qui est à cœur.
Donc, dans ces conditions-là, la FAO a approuvé ce qui s'appelle le traitement diélectrique, dielectric heating, d'où les initiales DH. Et donc, c'est un traitement qui se fait à l'aide d'ondes électromagnétiques, soit des radiofréquences ou des micro-ondes. Et quand vous pratiquez, enfin, la FAO a dit que si on applique ce traitement, bien, on doit veiller à obtenir une température de 60 degrés dans tout le volume du bois, y compris en surface, pendant au moins 1 minute. Et moyennant ça, c'est supposé garantir l'élimination des pathogènes et ravageurs qui seraient présents dans le bois. Et donc, ben, on a travaillé sur ce traitement pour voir s'il n'y avait pas des faiblesses ou vérifier son efficacité. Ça, c'est une recherche qu'on a réalisée il y a une dizaine d'années. Donc, on a loué un four à micro-ondes que vous voyez sur la photo, donc un four de compétition, hein, un four industriel de 28 kW de puissance. Il y a 16 magnétrons à l'intérieur, une puissance de 2,45, pas une puissance, une fréquence de 2,45 GHz, qui est la même puissance des micro-ondes de cuisine, et une longueur de tunnel de 4 mètres de long. Et donc, ben, ce four, pour vérifier l'efficacité du traitement, ben, on a réquisitionné des larves que vous voyez là. On les a introduites dans des planches, soit de pin, soit de peuplier, qui sont des essences communément utilisées pour la confection de bois d'emballage. Et puis, on les a passées au micro-ondes avec les résultats que vous imaginez. Donc voilà, c'est un four qui fonctionne en ligne en fait, hein, donc il peut être utilisé pour un approvisionnement continu, quoi, donc ce qui permet de ne pas avoir de rupture de charge sur la ligne de fabrication. Et donc ce four, ben, il était pourvu également de sondes de température interne, et donc on pouvait suivre l'évolution de la température dans le four. Vous voyez qu'elle rentre, enfin, on ne voit pas les premières mesures, mais donc initialement, sous la première sonde, quoi, elles ont une température de presque 30 degrés. Et vous voyez qu'en sortie du four, elles ont une température de 60 degrés. Et donc, pour résumer très fort les résultats qu'on a obtenus dans le cadre de cette recherche, ben, un premier graphe où on voit la relation qui existe entre la température moyenne mesurée en surface du bois et celle mesurée dans le bois, sur la section. Et donc, vous voyez que quasi tout le temps, on est au-dessus de la ligne, de la ligne température surface égale température en profondeur. Donc, en général, quand vous mesurez une température donnée en surface, ben, vous avez plus à l'intérieur du bois, ce qui est assez pratique puisque ça vous garantit que dans le bois, il fait plus chaud, quoi. Donc ça, c'est un avantage de cette méthode, tandis que si c'est à l'inverse, par exemple pour la méthode classique, chauffage à l'air chaud, ben, vous mesurez une température donnée en surface, mais vous n'avez pas nécessairement une bonne idée de ce qu'elle est en profondeur. Et on observe également que ben, tous les points qui sont situés au-dessus de la ligne rouge, donc qui correspond à la température interne de 60 degrés, ben, au-delà, on n'a que des points verts, c'est-à-dire des larves qui étaient mortes. Donc, la température de 60 degrés qui était imposée dans la NIMP 15 garantit bien l'élimination en tout cas des insectes sur lesquels on a travaillé, les capricornes. Donc, ces résultats, on a publié, voilà, et donc on a déterminé plus précisément, donc là, le graphe, ce graphe ici à gauche était un peu simple, on a un peu appliqué des méthodes un peu plus poussées, disons, pour déterminer la température de surface qu'il faut observer pour le pin et pour le peuplier, afin de garantir avec une certaine probabilité que la température à l'intérieur du bois est bien de 60 degrés. Donc vous voyez qu'il y avait quelques points qui sont en dessous de la ligne pointillée, donc des températures de surface qui sont supérieures aux températures dans le bois. Et donc c'est pour ça que pour avoir quasi 100% de probabilité d'avoir 60 degrés dans le bois, dans le cas du pin, on doit atteindre quasiment 70 degrés en surface, et c'est pareil pour le peuplier. Donc ça, ce sont des résultats qu'on a obtenus. Et également un résultat qui était intéressant, c'est que donc vous voyez deux sections, enfin deux images prises à la caméra thermique. Et donc là, c'est une expérimentation sur des gros chevrons puisque je vous ai dit,
les bois de calage sont également compris dans les bois d'emballage, ils sont considérés comme tels. Donc, jusqu'à une épaisseur de 20 cm, donc une section de 20 par 20, ça peut être considéré comme du bois d'emballage, c'est du bois de calage. Et donc là, on a un bois qui avait 17 cm de côté et qui a été passé au micro-ondes jusqu'à ce que la température mesurée en surface soit sur les quatre faces de 60 degrés ou supérieure. Et on voit que cette condition-là, ça garantit que la température était au-delà de 60 degrés également dans le bois. Donc on respecte bien une mesure de 60 degrés en surface garantit des températures supérieures dans le bois. Quand le bois part, la température initiale est de 10 degrés. Ici, on est parti d'un bois qui était initialement gelé, parce que ça peut arriver, et donc, même section, 17 par 17, et on voit qu'après plusieurs passages au four à micro-ondes, alors qu'on mesurait sur les quatre faces une température de 60 degrés, ou supérieure, eh ben, sur une bonne partie de la section, tout ce qui est en blanc, on est effectivement aussi au-delà de 60 degrés. Par contre, à cœur, on n'était pas, on n'arrivait pas à 60 degrés et on n'était même pas complètement dégelé, en fait, à certains endroits. C'est tout simplement dû au fait que la glace ne réagit pas de la même façon que l'eau liquide au micro-ondes. Et donc, dans le cas de bois initialement gelé et de grosses sections, le traitement ne peut pas être appliqué de la même façon que s'il est appliqué sur des bois qui sont non gelés. Donc ça c'est une trouvaille, disons, ou un résultat qui a été inclus dans la norme LIMP 15 telle qu'elle figure actuellement sur le site de l'IPPC. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la première recherche sur les bois d'emballage. Une seconde recherche qui est un peu liée également, c'est l'efficacité des traitements NIMP 15 HT et DH contre les champignons. Donc la NIMP 15 a été élaborée à partir de pas mal d'informations, de données de mortalité, mais qui concernaient beaucoup les insectes. Et aussi le nématode du pin. Donc le nématode du pin, c'est un ravageur très important qui est originaire d'Amérique du Nord et qui a été importé notamment au Japon, en Chine, et il a causé des catastrophes en pinède. Et puis il a été importé en 99 au Portugal également, et les Portugais sont très embêtés avec ce nématode du pin. Ils doivent, alors que au sein de l'Europe, normalement, les bois peuvent voyager plus ou moins librement, mais pas ceux qui sont issus du Portugal, puisqu'ils ont ce pathogène. Et donc, on a voulu... donc, cette norme a été... la combinaison 56 degrés 30 minutes a été élaborée en grande partie sur des données relatives aux insectes et aux nématodes, mais au niveau champignons, on est beaucoup plus dans le flou. On ne connaît pas trop, c'est beaucoup plus hasardeux, disons, l'efficacité à la fois de cette combinaison 56 degrés 30 minutes et encore plus 60 degrés 1 minute, qui est celle donc, qui est imposée avec le traitement diélectrique. Là, on est plus dans le flou. Et donc, en collaboration avec le laboratoire de mycologie, du CRA également, on a une recherche de 15 mois pour vérifier cette efficacité. Et donc, on est allé sur notamment sur un parc agrumes d'une entreprise qui produit des panneaux, collecter des échantillons de bois champignonnés avec différentes catégories de champignons, des ascomycètes, des basidiomycètes, etc. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste des champignons. Avec cet échantillonnage, plus des champignons de référence qui étaient présents dans les collections de référence du CRA, on a obtenu un panel d'environ 40 espèces de champignons. Et parmi ces 40 espèces, on en a choisi 9 que l'on a inoculé on a travaillé donc sur 3 essences de bois qui sont fréquemment utilisées comme bois d'emballage, donc le peuplier, l'épicéa et le pin. Et donc pour ces 3 essences de bois, eh bien par essence, on a choisi 3 espèces de champignons qui étaient plus ou moins intéressantes, soit parce qu'elles étaient thermorésistantes, soit parce qu'elles sont proches comme celle-ci, de champignons de quarantaine. Et donc, on a un panel varié de champignons, d'essences de bois, et qui nous ont permis de vérifier, d'atteindre notre objectif.
Donc, on a confectionné des chevilles de ces différentes essences de bois. On les a mises en contact avec les champignons. Et donc, ces chevilles, on les a inoculées. Donc, une fois qu'elles ont été, que le champignon s'est développé, on a introduit les champignons dans des. J'avais pris un échantillon, dans des petites planches comme celle-ci. Voilà. Qui sont les mêmes que, enfin, pour faire passer. Donc, il y a différents trous qui ont été réalisés pour insérer les chevilles de bois, ainsi qu'une sonde de température pour suivre l'évolution de la température durant un traitement. Donc, vous voyez là des chevilles, enfin, les chevilles avec leurs petites planches qui sont mises dans une étuve classique pour évaluer l'efficacité du traitement HT. Et puis la même chose pour le traitement diélectrique, donc qu'on a réalisé par micro-ondes, nous, avec un tout simple micro-ondes de cuisine. Je vous passe vite fait les chipotages qu'on a dû faire pour en fait permettre d'évaluer précisément l'efficacité de la combinaison 56 degrés 30 minutes, puisqu'en fonction de la densité du bois, vous voyez qu'il peut mettre plus ou moins de temps pour atteindre la température cible de 56 degrés. Donc on a dû trier les bois en fonction de leur masse volumique pour réaliser les expérimentations, de façon à ce que chaque bois et les chevilles et les champignons ne restent pas exposés trop longtemps à des températures élevées, sinon ça ne nous permet pas d'avoir un jugement sur l'efficacité de la combinaison 56 degrés 30 minutes. Et pour ce qui est du traitement diélectrique, on a eu un peu de mal aussi parce que en utilisant le four même à 30% de sa puissance maximale, vous voyez sur du bois humide, en quelques secondes, on passait de 25 degrés à 90 degrés, alors que la température requise dans la norme est de 60 degrés. Donc, si on atteint 90 degrés, évidemment, on ne sait rien conclure sur la norme. Donc, on a dû utiliser le four à 10% de sa puissance maximale. Mais moyennant cette adaptation, on a pu évaluer l'efficacité des traitements. Et l'efficacité, elle est celle-là, donc ce que vous voyez là. Donc, ça résulte de la remise. Donc, après les traitements, HT et DH, on a coupé les chevilles en deux, les chevilles qui avaient été inoculées avec du champignon, on les a remises en culture, et voilà ce que ça a donné dans plusieurs cas. Donc, et donc voilà pour les 9 pathosystèmes. Donc, on voit, donc, les chiffres qui sont en rouge, en fait, correspondent au cas où il y a eu des champignons qui ont résisté au traitement. Donc, vous voyez qu'en fait, il n'y a que deux cas. Il n'y a que deux cas où c'est le traitement classique, donc à 56 degrés pendant une demi-heure. Il y a deux espèces qui ont été... il y a chaque fois eu 20 répétitions, en fait, pour le test par champignon, essence et type de traitement. Donc, ça veut dire... ici 0%, mais sur les 20 champignons, sur les 20 chevilles, aucune n'a repris pour cette essence-là quand soumise à 56 degrés 30 minutes. Pareil pour celle-là. Sinon, tous les autres cas, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu au moins une reprise. Donc, au niveau de la FAO, je crois qu'ils ont un problème. Le résultat a été communiqué et affaire à suivre. Alors, une dernière recherche. Donc, ça consistait à vérifier l'efficacité du traitement NIMP15 sur le traitement classique à la chaleur sur des plaquettes de bois. Donc, le traitement HT 56 degrés 30 minutes, il a été validé par la FAO pour les bois d'emballage, les palettes, etc. Pourquoi ne pas l'appliquer à des plaquettes de bois qui voyagent aussi en grande quantité? Alors, cette idée, en fait, elle vient d'une société qui est basée près de Liège et qui nous a contactés. Elle avait contacté, je pense, Jacques Hébert, qui c'était à la faculté. Et puis, comme on travaillait toujours en coopération avec Jacques, on a planché sur le problème. Et donc, cette société, elle produisait des fours, des séchoirs à produits végétaux, produits agricoles. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas adapter le séchoir
pour pouvoir réaliser, donc sans aller jusqu'au séchage des plaquettes, mais pourquoi ne pas réaliser le traitement qui est imposé au niveau international. Et donc, ils ont mis au point un four prototype que vous voyez là. Et donc, le principe est très simple. En fait, donc, dans ce four, il y a deux plateaux superposés, deux disques qui tournent en sens opposé. Et donc, sur le disque supérieur, les plaquettes de bois qui sont contenues ici sont versées. Donc, et elles forment un lit d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et le temps qu'elle fasse, il faut à peu près 10 minutes pour qu'elle fasse un tour sur le disque, quoi. Et donc, à travers ce disque passe un flux d'air chaud à 95 degrés. Et donc, le disque, la vitesse de rotation du disque a été paramétrée de façon à ce que, au bout du tour que les plaquettes ont fait sur le disque supérieur, eh ben, elles aient atteint une température de 60 degrés. Normalement, c'est 56, mais on avait fixé un peu plus haut. Donc, après 10 minutes là, les plaquettes ont une température de 60 degrés et pouf, elles tombent sur le disque inférieur où elles restent une demi-heure. Et donc, on a de cette façon, bien normalement, les conditions qui sont imposées dans la NIP15 sont appliquées aux plaquettes de bois. Donc, le principe est très simple. Du coup, pour vérifier l'efficacité de ce traitement et de l'appareil, on a remis la main sur nos volontaires, nos larves. Donc, vous voyez, on a inséré dans des petits morceaux de bois, comme celui-ci, qu'on a rebouché après avec de la ouate. On a mis donc, et on a travaillé sur différents lots de plaquettes. Donc les plaquettes, ça c'est un lot de plaquettes, on avait des big bags comme ça. Et par lot, on a introduit 22 petits échantillons de bois, chacun contenant une larve. Donc on a 22 larves par essai. Donc on a testé deux humidités de plaquettes, soit une humidité proche de 100%, soit proche de 50%. Deux températures initiales, 5 degrés ou 20 degrés, et on a, comme je l'ai dit, 22 larves par essai. Et donc, on avait une caméra thermique qui était disposée à la sortie du four. La sortie du four est ici. Les plaquettes sortent sur un tapis roulant, et donc la caméra thermique permet de vérifier qu'on avait bien atteint la température requise. Et donc, vous voyez là, on les avait colorés en rouge, mais pouvoir retrouver facilement nos échantillons à la sortie du four. Et donc, il suffisait de les récupérer et de voir l'état de la larve après le passage dans le four. Et comme on s'y attendait, pour les 8 essais, toutes les larves, les 22 larves, étaient mortes à l'issue du traitement. Donc, on a soumis ces résultats-là à la FAO. En fait, on a constitué un dossier. Et ce dossier, on l'a transmis. Donc, les contacts avec la FAO, quand on soumet une méthode de traitement phytosanitaire comme ça, il faut passer par l'Organisation nationale de protection des végétaux, ONPV, et chaque pays a son ONPV. Chez nous, c'est l'AFSCA et le Service public fédéral santé, la sécurité de la chaîne alimentaire, santé publique, environnement. Et donc, cet ONPV a un représentant, il y a une personne qui est le point de contact pour la FAO. Donc, il a transmis ce dossier et malheureusement, jusqu'à présent, il n'a pas été validé. En fait, l'approbation de ces mesures, ça dépend d'un très petit nombre de personnes. Donc, ce sont des comités qui sont assez réduits, des personnes qui n'ont pas toujours la même vision des choses. Et donc, on n'est pas encore arrivé, mais on n'a pas désespéré. On continue à échanger avec ces gens-là. Mais pour l'instant, la combinaison 30 degrés, 56 degrés pendant 30 minutes n'est pas encore validée en tout cas par la FAO au niveau international, comme elle l'est pour les bois d'emballage. Voilà, donc ça c'était 3 recherches qu'on a réalisées. Du coup, comme on essaye de publier les résultats, ça nous amène à avoir des collaborations également à l'étranger. On a été contacté plusieurs fois par l'ANSES en France, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour l'environnement, le travail et l'alimentation.
Et également le PPO, donc ou OEPP en français, l'Organisation européenne de protection des plantes, nous a contactés également plusieurs fois et donc on a pu collaborer avec eux. Et puis un dernier exemple pour illustrer l'importance de ces aspects phytosanitaires. Il y a quelques années, on a eu une expertise à réaliser pour une entreprise qui exporte de l'acier, donc c'était ArcelorMittal. Et en fait, un jour, ils reçoivent un document comme celui-là, où l'autorité phytosanitaire américaine, c'est APHIS, donc ici APHIS, mentionne qu'il y a une non-conformité d'une cargaison qui est arrivée chez eux. Il mentionnait la présence d'un ravageur, d'un sirex, dans les boîtes d'emballage qui portaient les tôles qu'ils avaient reçues de Belgique, quoi. Et ça peut mener à des situations très problématiques parce que si ça se répète, à un moment, ils peuvent dire stop, l'entreprise n'importe plus chez nous. Donc, ce qu'on a fait, donc on a été réaliser l'expertise chez Arcelor, près de Charleroi. Donc, eux achètent leurs bois. Donc, vous voyez qu'ils achètent des bois qui sont. Donc, comme ce sont des produits vraiment très volumineux, ils confectionnent en fait eux-mêmes leurs bois d'emballage. Donc, ils achètent les bois d'emballage qui sont traités, et puis c'est eux qui font leurs palettes, parce que c'est énorme, quoi. Donc, vous voyez que les bois, ils les achètent, c'est traité HT, donc c'est normalement conforme à la ISPM 15. Ils ont reçu, donc les États-Unis leur ont renvoyé une dizaine de paquets de bois d'emballage parce qu'ils ne voulaient pas les traiter eux-mêmes. Et donc, on est allé examiner un peu ces bois et c'était un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, au CMI, on était plus que 5. On a passé une journée, je ne sais plus combien exactement, on a passé une journée à chercher, à gratter les planches. Et après, par miracle, à un moment, on est tombé sur un trou qui ressemblait à un trou d'insecte. Et on est tombé sur un insecte vivant, parce qu'il montrait que l'insecte était vivant après son retour des États-Unis. Donc, c'est un insecte indigène d'ici. Donc, il a fait l'aller-retour. Donc, ce qui montrait qu'il y avait un problème au niveau du traitement qui a été réalisé. Donc voilà un peu le genre de choses qu'on fait au laboratoire de technologie du bois en matière de prévention des invasions biologiques.